Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je dois d'abord excuser le président Anglade qui a été empêché de présider cette réunion et qui m'a demandé de le remplacer. Donc je le fais avec beaucoup de plaisir et je suis heureux de vous retrouver pour cet après-midi. Votre audition, Monsieur le Ministre, intervient à un moment particulièrement important pour l'Europe. La réunion du dernier Conseil européen a en effet permis d'ouvrir des perspectives claires d'action sur plusieurs sujets cruciaux pour l'avenir de l'Union. D'abord, celui de sa défense. Nous avons auditionné hier, conjointement avec la Commission de la Défense d'ailleurs, le commissaire européen Kubilius en charge de la défense et de l'espace, qui nous a présenté le contenu du livre blanc qui a été discuté avec les chefs d'État et de gouvernement. Ce document a le grand mérite de présenter une stratégie commune de réarmement reposant sur des engagements forts et des instruments utiles. Je citerai par exemple la mise en place d'un nouvel instrument financier doté de 150 milliards d'euros sous forme de prêts bonifiés visant à soutenir les investissements militaires conjoints entre États, mis en œuvre selon des procédures simplifiées et moyennant, ce qui est nouveau, une règle de préférence européenne pour l'achat d'équipements. Pour autant, qu'en est-il du financement de ce plan ? L'idée portée par la France d'un emprunt européen pour financer cet effort de défense a-t-elle pu progresser ? Voilà des questions sur lesquelles nous pourrons revenir. L'autre sujet important évoqué est celui de la compétitivité européenne, dont le renforcement est une nécessité urgente, admise par tous depuis la publication du rapport Draghi. Le Conseil européen a esquissé des axes de travail qui semblent faire l'unanimité. La constitution d'une union de marchés de capitaux afin de drainer l'épargne européenne, la plus importante au monde, vers le financement de l'innovation. La simplification des normes, la diminution des prix de l'énergie qui sont, comme l'a mis en valeur le rapport Draghi, 2 à 3 fois plus important qu'aux États-Unis. Sur ce sujet, le Conseil européen appelle à la constitution d'une union de l'énergie d'ici 2030. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, ce que recouvre précisément cette notion ? Il y a enfin l'Ukraine. Les 26, c'est-à-dire les 27 moins la Hongrie, ont réaffirmé le soutien sans faille dans ce pays dans son combat pour retrouver son indépendance, sa souveraineté et évidemment son intégrité territoriale. Cette position rejoint d'ailleurs celle prise par l'Assemblée nationale lors du vote de la proposition européenne, dont j'ai eu le plaisir d'être le rapporteur, sur le soutien de l'Union à l'Ukraine. Mais je vous laisse tout de suite la parole. Je précise que vous devrez nous quitter vers 18h, ce qui nous laisse malgré tout une bonne heure et demie pour débattre. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés de la Commission des Affaires européennes. C'est toujours un plaisir de retrouver cette commission dont j'ai été membre et je suis heureux d'être parmi vous pour rendre compte des conclusions du dernier Conseil européen qui, vous l'avez mentionné, faisait suite aussi au Conseil européen extraordinaire sur les questions de défense du 6 mars. Donc je parlerai un peu des deux. Mais je voudrais dire déjà en propos liminaire que nous voyons les lignes bouger de façon rapide au sein de l'Union européenne avec des décisions historiques, des étapes franchies les unes après les autres et largement sous l'impulsion de la diplomatie de notre pays. Depuis 7 ans, nous portons une vision très claire, celle de l'autonomie stratégique européenne, d'une Europe qui doit prendre en charge son destin face au bouleversement du monde, à commencer par son réarmement et la réduction de ses dépendances sur le plan militaire, technologique ou encore énergétique. Et le contexte géopolitique, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine à nos portes, mais bien sûr aussi les incertitudes sur l'avenir de la relation transatlantique et des garanties de sécurité américaines, poussent une grande convergence stratégique que l'on voit à l'œuvre de la part des pays européens sur le plan du soutien à l'Ukraine, du réarmement, mais aussi des questions d'unification du marché unique et de la relance de la compétitivité. J'y reviendrai. Et ce sont nos idées françaises avec nos partenaires qui, plus que jamais, portent ce débat. Et le dernier Conseil européen de jeudi et vendredi dernier a été, une fois de plus, l'occasion de le démontrer. Je vais faire un tour d'horizon rapide des différents sujets que nous avons abordés, puis après, bien sûr, on pourra y revenir plus en détail lors du débat. Tout d'abord, le soutien à l'Ukraine. Et ce Conseil a été l'occasion, une fois de plus, de réaffirmer notre soutien à l'Ukraine et à la résolution de ce conflit par une paix juste et durable qui ne serait pas juste un cessez-le-feu que la Russie pourrait utiliser pour réarmer et réattaquer ensuite l'Ukraine, mais bien une paix qui garantit la souveraineté, l'orientation européenne des Ukrainiens. C'est à la fois l'effort que nous menons avec nos partenaires du Conseil européen, mais aussi, bien sûr, les efforts diplomatiques qui sont déployés par la France. Je le dis alors que le président Zelensky vient d'atterrir à Paris pour rencontrer
le président de la République et que nous aurons demain un sommet de la coalition des volontaires pour le soutien à l'Ukraine et pour les garanties de sécurité autour, une fois de plus, du président de la République. La première des priorités, c'est bien sûr de maintenir notre soutien à l'Ukraine et le Conseil européen a été l'occasion de réaffirmer la nécessité d'accélérer le déboursement de notre prêt G7 ERA. Vous le savez, c'est le prêt qui est financé sur les intérêts, qu'on appelle les profits d'aubaine, les intérêts générés par les avoirs gelés de la Banque centrale russe, 50 milliards d'euros au niveau du G7, dont une grande partie, la majorité pour les pays européens, est utilisée au financement des efforts militaires de l'Ukraine. Nous avons pu aussi réaffirmer notre position commune en vue des négociations en cours avec 5 points de principe absolument fondamentaux. Aucune négociation sur l'Ukraine ne doit avoir lieu sans les Ukrainiens. Aucune négociation sur la sécurité européenne ne doit être menée sans les Européens. Toute trêve ou tout cessez-le-feu doit avoir lieu dans le cadre du processus menant à un accord de paix global. Tout accord de paix doit s'accompagner de garanties de sécurité robustes et crédibles pour l'Ukraine. Et enfin, la paix ne peut aboutir à compromettre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le deuxième grand sujet, mais qui est bien sûr lié, et vous l'avez souligné, Monsieur le Président, que nous avons abordé lors de ce Conseil, c'est le renforcement de la défense européenne. Le sommet extraordinaire du 6 mars avait permis déjà d'acter des avancées majeures, et notamment le plan ReArm, qui a été depuis baptisé Readiness 2030, annoncé par la présidente de la Commission européenne, qui a permis de dévoiler un plan qui permet aux États membres d'augmenter de façon considérable leurs dépenses de défense, avec tout d'abord des facilités sur les clauses de sauvegarde nationales qui permettent d'exclure certaines dépenses de défense, notamment les investissements de défense, des calculs de déficit de la Commission européenne dans le cadre de ces procédures de déficit excessif. On considère que ça représente à peu près 600 milliards, peut-être 650 milliards de dépenses supplémentaires de défense dans les prochaines années. La deuxième partie de ces 800 milliards qui avaient été annoncés par la Commission le 6 mars, c'est un prêt loan-to-loan, donc le prêt SAFE. 150 milliards, c'est un emprunt que la Commission européenne va contracter et elle prêtera ensuite aux États membres à un taux préférentiel pour pouvoir investir dans un certain nombre de domaines capacitaires que nous sommes en train de définir, puisqu'on parle beaucoup d'argent, mais le plus important, c'est évidemment de se mettre d'accord sur les domaines dans lesquels nous avons des dépendances, et nous devons être capables d'investir en commun en européen, cyber, drones, capacité de frappe en profondeur, satellites, autant de munitions, autant de domaines où on a pu voir des lacunes ces dernières années. Et les fonds restants sont un certain nombre de fonds qui sont réfléchis vers la défense, et notamment des fonds restants, des fonds de cohésion, pas encore décaissés. C'est une étape importante. Je dis une étape parce que nous avons demandé, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre blanc qui a été publié depuis par le commissaire à la défense Kubilius, et vous avez souligné le fait que vous l'aviez auditionné, et je vous en remercie. Il faudra aller plus loin. Il y a d'autres étapes. Je peux en citer 2 potentielles. La première, c'est d'aller chercher d'autres fonds européens. Je pense par exemple au mécanisme européen de stabilité. Vous le savez, c'est un fonds assurantiel qui avait été créé lors de la crise financière, qui n'a jamais été utilisé, qui pourrait être utilisé. On parle de près de 100 milliards d'euros, qui pourrait être réfléchi vers l'effort de défense. Ça demande un travail juridique et un consensus entre États membres, mais ça fait partie des étapes qui sont suggérées. Une autre qui a été, vous le savez, mentionnée par le président de la République, qui devra aussi faire l'objet d'un dialogue avec nos partenaires, à commencer par le prochain gouvernement allemand, c'est la possibilité, pourquoi pas, de réfléchir à un nouveau grand emprunt. On avait su le faire lors de la crise Covid, face à une crise existentielle, 750 milliards d'euros de la part des Européens pour relancer leur économie, à un moment où on nous prédisait au contraire l'impuissance et la division des Européens. Nous faisons face à un autre moment existentiel pour l'Europe. Soyons capables de réagir en commun et d'y mettre les moyens. C'est ce que nous proposons. Dans ce cadre, je vous ai parlé des capacités, du financement. Troisième pilier sur lequel nous tenons une position extrêmement ferme et qui se retrouve là encore dans les propositions de la Commission et notamment dans le livre blanc du commissaire Kubilius, c'est bien sûr la préférence européenne. L'idée simple sur laquelle les financements européens doivent soutenir une industrie européenne de défense autonome, puisqu'il s'agit là de réduire nos dépendances, aussi bien pour
donner de la visibilité à nos industriels de défense pour qu'ils puissent monter en cadence et en capacité, mais aussi, bien sûr, pour pouvoir garder le savoir-faire technologique, la maîtrise de l'usage aussi de ces armements. C'est la même ligne que nous avons défendue sur la négociation du règlement EDIP, qui est aujourd'hui aux mains des parlementaires européens, et nous encourageons le Parlement européen à passer le plus rapidement possible ces textes, aussi bien REARM, ou Readiness plutôt, ainsi que EDIP. Mais je voudrais vraiment souligner, au-delà des éléments techniques, et je le soulignais en introduction, on assiste vraiment à une révolution des mentalités du logiciel européen, une forme de sortie de la naïveté d'Européens qui assument de défendre leurs intérêts, leur sécurité et d'assumer des rapports de force sur la scène internationale pour ne pas laisser les autres, Chine, Russie, États-Unis, écrire l'histoire de notre continent à notre place. Troisième volet de ce Conseil européen, vous l'avez dit, c'est le volet de la compétitivité. On a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises avec cette commission. Le rapport Draghi souligne le décrochage industriel, technologique, économique de notre continent, notamment comparé aux États-Unis. Le constat est bien connu. Depuis 30 ans, les Américains ont généré 2 fois plus de PIB par habitant que l'Union européenne. En 2008, le PIB de l'Union européenne et des États-Unis était peu ou prou similaire. Aujourd'hui, le PIB américain est 30% supérieur à celui de l'Union européenne. Et la productivité, notamment permise par l'innovation technologique, explique dans une grande mesure ce différentiel. Et on voit aujourd'hui un retard d'investissement du continent européen dans la tech, intelligence artificielle, quantique, dans la défense ou encore dans la décarbonation. Le rapport Draghi estime à 800 milliards d'euros par an de fonds privés comme publics ce retard d'investissement. Et on a en Europe soit une épargne qui reste dormante ou investie dans parfois des produits avec des taux assez peu rentables, voire pire, qui franchit l'Atlantique pour aller financer l'économie, l'écosystème des startups, l'innovation américaine. 300 milliards d'euros par an qui franchissent l'Atlantique. Face à ce constat, soutenons d'abord nos PME, nos startups, nos innovateurs qui cherchent à se développer et à se financer au niveau du continent européen. Parce que, et là, il suffit de regarder chez nous, en France, les innovateurs, dans l'IA, dans le quantique, on les a. On a les pépites. Mais trop souvent, c'est compliqué pour eux de passer à l'échelle supplémentaire. D'où l'agenda que nous avons demandé à la Commission de pouvoir mettre en œuvre le plus rapidement possible, l'union des marchés de capitaux, la simplification, avec première étape qui était le paquet de simplification Omnibus. On pourra revenir plus en détail dessus sur un certain nombre de normes réglementaires qui portent sur nos entreprises, CSRD, CS3D, taxonomie, que nous avons demandé de simplifier de façon drastique à la Commission. Les premières propositions vont dans le bon sens, mais on pense qu'on pourra aller encore plus loin. Et puis finaliser l'agenda de Versailles en soutenant l'innovation, en réduisant nos dépendances. Un mot rapidement aussi du fait que le Conseil européen a été l'occasion d'évoquer le prochain cadre financier pluriannuel. Vous le savez, c'est la discussion sur le budget de l'Union européenne qui a lieu d'ailleurs au sein du Conseil Affaires Générales dans lequel je siège en tant que ministre délégué aux Affaires européennes. Nous avons eu une première discussion il y a quelques semaines sur le cadre financier pluriannuel dans lequel nous avons rappelé nos lignes et nos exigences. Tout d'abord, la nécessité de dégager des ressources propres de l'Union européenne comme condition sine qua non avant d'engager la discussion sur le prochain cadre financier pluriannuel et de maintenir une ambition haute pour soutenir la compétitivité de notre continent et précisément, ce que je dis, l'investissement, le soutien à nos entreprises et à nos innovateurs, la défense avec cette condition de la préférence européenne pour notre industrie de défense et bien sûr la préservation et la protection du revenu de nos agriculteurs. Et on pourra dire un mot plus en détail, si vous le souhaitez, de la PAC, où j'ai eu l'occasion d'échanger il y a quelques jours avec le commissaire à l'agriculture Hansen à Bruxelles, qui a dévoilé récemment sa vision stratégique pour l'agriculture, qui reprend beaucoup de nos priorités. La défense de la souveraineté alimentaire de l'Union européenne, parce que quand on parle de souveraineté européenne,
C'est la défense, c'est la technologie, c'est l'énergie, mais c'est bien sûr aussi la souveraineté alimentaire et donc défendre et protéger ceux qui nous nourrissent. La simplification, le fait de passer d'une logique de contrainte et de normes à une logique d'investissement, d'accompagnement, d'incitation pour nos agriculteurs, en particulier dans la transition environnementale, le renouvellement des générations. Je pense à cette préoccupation qui est portée ici par nos jeunes agriculteurs, et la réciprocité commerciale, sujet évidemment au cœur de notre opposition en l'état à l'accord du Mercosur. On a parlé aussi peut-être d'autres sujets sur lesquels on peut revenir dans les échanges, la défense de nos intérêts commerciaux face notamment aux tarifs qui ont été annoncés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium, la nécessité d'avoir une réponse déterminée, proportionnée, de maintenir l'unité des Européens face à ces mesures qui sont injustes et qui sont dans l'intérêt de personne. Ni bien sûr dans l'intérêt des Européens, mais pas non plus dans les intérêts de l'économie américaine. Et je le dis au moment où on voit justement les résultats de l'économie américaine et des marchés boursiers américains qui démontrent l'inquiétude d'ailleurs des entreprises américaines face à ces mesures de tarifs, aussi bien d'ailleurs des États-Unis que d'autres pays comme la Chine. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, atterrit ou atterrira dans les prochaines heures en Chine pour aussi évoquer ces sujets, et notamment les mesures de tarifs contre nos produits spiritueux. Et les questions migratoires aussi ont été évoquées, avec la nécessité au niveau européen de défendre nos frontières face à l'immigration illégale et donc de mettre en œuvre le plus rapidement possible le pacte asile et migration qui a permis, après des années de négociations, de trouver enfin un consensus entre pays européens, avec notamment cette petite révolution juridique et le fait de pouvoir faire un premier filtrage, un premier contrôle du demande d'asile aux frontières de l'Union européenne, mais aussi demande là aussi de la France la révision de la directive retour, et la Commission européenne a fait une première proposition en ce sens. Nous avons aussi pu rappeler notre attachement au cessez-le-feu au Moyen-Orient, à la relance du dialogue politique, et ainsi que demander à la Commission européenne de préparer le pacte européen pour les océans qui sera dévoilé lors du sommet européen pour les océans qui aura lieu en juin, vous le savez, à Nice, là aussi sous l'impulsion de la France avec de nombreux partenaires. Merci Monsieur le Ministre. Bien, maintenant, nous allons donner la parole aux orateurs de groupe. Dans l'ordre des inscriptions, je recherche ma petite feuille pour ne mettre aucun impair. Je remercie d'ailleurs nos visiteurs du Parlement européen sont là aujourd'hui. Bien, dans l'ordre d'inscription, nous allons commencer par le groupe socialiste avec Monsieur Karim Benbrahim. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'agression militaire lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine a marqué le retour de la guerre sur le continent européen. Cette offensive n'est pas qu'une atteinte à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine, elle est aussi une attaque contre les valeurs des démocraties européennes et contre la stabilité du continent européen. Si depuis 2022, le soutien militaire des pays européens et des États-Unis a permis à l'Ukraine de résister avec courage et avec constance à l'envahisseur russe, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, puis ses déclarations et celles de son vice-président, et enfin son rapprochement avec la Russie, doivent mener les pays de l'Union européenne à prendre la mesure du bouleversement qui est en train de s'opérer, un voisin à l'Est qui menace les intérêts de l'Europe et un allié historique sur lequel nous ne pouvons plus pleinement compter pour notre sécurité. Parce que le renforcement de la souveraineté nationale passe par la force de l'Union européenne, l'heure est venue d'écrire un nouveau chapitre de la construction européenne. Ce nouveau chapitre, c'est celui de la souveraineté militaire de notre continent. Monsieur le ministre, dans ce contexte, je veux vous interroger sur le financement de cet effort de réarmement. Tout d'abord, il me semble important de souligner que le défi qui est devant nous ne pourra pas être gagné sans l'adhésion des citoyennes et des citoyens des nations avec lesquelles nous déciderons de le relever. Le temps doit donc être celui de la cohésion et pas celui des fractures. Au nom des députés du groupe socialiste et apparentés, je veux donc affirmer avec force que l'effort de financement ne devra pas se réaliser au détriment de nos politiques de cohésion sociale.
La Commission européenne, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, a récemment annoncé un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Plus de 270 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés depuis le début de l'offensive de 2022. Le 12 mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution demandant la saisie de ces avoirs afin de financer le soutien militaire à l'Ukraine, sa reconstruction et d'assurer la sécurité du continent face aux menaces extérieures. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir la mobilisation du gouvernement pour mettre en œuvre cette résolution adoptée par la représentation nationale ? Pour terminer, puisque la mutualisation fait la force de l'Union européenne, des investissements communs doivent être réalisés. Vous l'avez aussi évoqué dans votre propos liminaire, l'idée de lancer un grand emprunt commun à l'échelle des 27. Je voulais savoir quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui au sein de l'Union européenne pour réussir la réalisation de ce grand emprunt commun. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, monsieur le député. Déjà, je voudrais souligner l'importance de ce que vous avez dit sur l'adhésion des nations. Et je crois que le commissaire Kubilius a aussi eu l'occasion de rappeler, parce que c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de caricatures parfois dans le débat public, que cet effort de défense et les annonces qui ont été faites par la Commission ne remettent en rien en cause la souveraineté des États et des États membres sur les questions de défense. Il s'agit de dégager des nouveaux financements. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit vous-même, mais c'est ce qui permet de dégager des nouveaux financements pour pouvoir investir en commun, et notamment au niveau des États membres. Mais bien sûr, les grandes décisions, comme l'emploi de la force armée, par exemple, restent à la main des États membres. Je rappelle que les décisions, certains parfois le regrettent, mais que les décisions sur les questions de politique étrangère et de sécurité au niveau du Conseil européen se prennent à l'unanimité, avec chaque État ayant un droit de veto. Sur la question des avoirs gelés, tout d'abord, je voudrais peut-être souligner la qualité des débats que nous avons eus lors de la proposition de résolution présentée au Parlement européen et à l'Assemblée nationale. Et je me félicite que les députés se mobilisent et fassent entendre de cette façon la voix de la France dans le soutien à l'Ukraine. Et je sais que c'est entendu pour aller souvent en Ukraine. Sur cette question des avoirs gelés, je l'ai mentionné dans mon introduction, vous savez que nous utilisons les profits d'aubaine, donc les intérêts qui sont générés par ces avoirs gelés, 2 à 3 milliards d'euros par an, comme la garantie, le collatéral d'un emprunt au niveau du G7 de 50 milliards d'euros qui sont utilisés pour financer aussi bien des besoins macroéconomiques que des besoins militaires de l'Ukraine. Déjà, nous avons besoin de ces avoirs gelés pour cela. Ensuite, la confiscation du principal des avoirs gelés n'est pas sans poser des questions juridiques sur l'immunité, par exemple, des avoirs souverains des banques centrales, comme des questions économiques sur le précédent que ça pourrait représenter pour d'autres investisseurs. En tout cas, ça ne fait pas aujourd'hui l'objet d'un consensus au niveau de l'Union européenne. Et je voudrais quand même rappeler que cet argent n'est pas en France. Et ce n'est pas une décision française. C'est une décision qui doit faire l'objet d'un consensus des pays européens. Et certains de nos partenaires, de nos voisins immédiats, sont beaucoup plus exposés que d'autres et nous mettent en garde contre le risque systémique que ça pourrait représenter pour leur économie. D'où la prudence des États membres. Mais je le dis tout de même avec ce bémol, c'est un levier. Ces avoirs gelés sont un levier dont nous disposons dans le rapport de force et dans la négociation avec la Russie. Enfin, sur la question de l'emprunt, ça fait partie effectivement des pistes qu'évoque la France et le président de la République face à l'urgence de la situation et la nécessité d'avoir un investissement massif dans l'effort de réarmement. Je parlais des fonds privés aussi que nous pourrions attirer, mais c'est vrai que quand on pense à la défense, on a besoin d'avoir ce leadership qui est pris par les États, par les fonds publics. Vous connaissez les divisions et les débats historiques qu'il y a sur les sujets de dette commune au niveau européen, avec certains pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou d'autres qui sont historiquement plus sceptiques, plus réservés. Ça ne nous avait pas empêché de réussir à surmonter ces divisions pendant la crise Covid, précisément sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne. La chancelière Merkel, à l'époque,
pour pouvoir faire le plan Next Generation EU, le plan de relance. Donc c'est une discussion que nous devrons avoir avec nos partenaires allemands et d'autres. Il faudra quand même répondre à d'autres questions. Je pense notamment, je l'ai mentionné aussi, la question des ressources propres, la façon de rembourser l'emprunt précédent, celui de Next Generation. Mais on voit que les lignes bougent, que l'histoire s'accélère et que beaucoup de nos partenaires, face à la pression des événements, surmontent ce qui était autrefois des tabous historiques. Merci. La parole à Michel Herbillon pour le groupe Droite républicaine. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre intervention. Il est évident que la manière dont le nouveau président des États-Unis conçoit les relations avec l'Europe, conçoit la négociation qu'on espère de fin du conflit en Europe entre la Russie et l'Ukraine, conçoit les relations commerciales avec la mise en place de tarifs douaniers extrêmement confiscatoires. Et j'arrête là ma liste, que tous ces éléments incitent l'Europe à se bouger, incitent les lignes à bouger aussi. Et je pense que ça peut être aussi une formidable opportunité pour l'Europe pour se réveiller sur toute une série de sujets qui étaient encalminés depuis pas mal de temps. Alors, vous nous avez, et c'est pour ça, et je tiens à souligner d'ailleurs la qualité de très nombreuses propositions du livre européen sur la défense, qui vont vraiment dans le bon sens et qu'on approuve. Vous nous avez parlé de la réunion du 6 mars, vous nous avez parlé du Conseil européen du 20 et 21 mars. Moi, j'aimerais que vous fassiez de l'anticipation, si c'est possible, et non pas l'œil uniquement dans le rétroviseur. Et donc, je voudrais que vous nous parliez du sommet de la coalition des volontaires de demain. Comme ça, l'Assemblée nationale collera à l'actualité et sera même un peu en anticipation. Donc, je voudrais vous demander concrètement, avec de façon très concrète, qu'est-ce qui va se passer dans ce sommet, ou du moins, qu'est-ce que vous attendez? Je ne vous demande pas de regarder dans le mar de café, mais qu'est-ce qu'on attend de ce sommet sur les deux points, le soutien à l'Ukraine, de quelle façon, sachant qu'aujourd'hui les négociations ont quand même lieu indépendamment de l'Europe, très largement, et deuxièmement, qu'est-ce que vous en attendez sur le plan du réarmement de la défense? Et j'en finis, Monsieur le Président, rassurez-vous, je crois que je suis dans les temps. Est-ce que, sur le plan du réarmement, et moi je soutiens tout à fait ça, mais est-ce que vraiment la France a les moyens, compte tenu de l'état de ses finances publiques, qui sont quand même en état de péril sur beaucoup d'indicateurs et de critères, est-ce qu'on a les moyens de financer cet effort de défense, ou plus exactement, quelles sont les conditions qu'il faut réunir concrètement pour que ça marche? Merci, Monsieur le Ministre. Un peu d'anticipation sans science-fiction. Merci, Monsieur le député Herbillon. Oui, merci de souligner cette réunion de la coalition des volontaires qui aura lieu demain à Paris, avec le président Zelensky qui est déjà aujourd'hui avec le président de la République. Bon, déjà, rappelons que nous soutenons bien sûr les négociations en cours entre les Américains, les Russes, les Ukrainiens, et nous échangeons régulièrement avec nos partenaires ukrainiens, européens et américains à ce sujet. Les Ukrainiens ont déjà, il y a une dizaine de jours, donné leur accord à une trêve de 30 jours. On voit une fois de plus, avec ce qui s'est passé cette nuit en Arabie Saoudite, les manœuvres dilatoires de la Russie, qui d'abord a suggéré accepter une trêve sur la mer Noire et contre les infrastructures énergétiques, avant d'y poser des conditions, et notamment la levée des sanctions. Et on voit une fois de plus que c'est bien la Russie qui refuse de négocier avec bonne volonté et qui continue son agression contre l'Ukraine, aussi bien contre les civils, avec des bombardements encore récemment de Kiev et d'autres grandes villes, que des cibles militaires. Et donc, le sommet de demain sera l'occasion d'abord de renforcer notre soutien militaire à l'Ukraine pour la mettre dans la meilleure position de négociation possible et pour renforcer la pression, parce que la seule façon d'avoir une négociation de bonne volonté, c'est renforcer la pression militaire comme économique sur la Russie. De préparer un cessez-le-feu et après les conditions d'une paix durable et juste, qui devra passer par, premièrement,
le renforcement de l'armée ukrainienne, parce que la première garantie de sécurité de l'Ukraine, c'est quand même d'avoir une armée forte, ce que la Russie aujourd'hui, dans ces conditions, continue de refuser, bien sûr. Et après, d'élaborer avec nos partenaires européens d'ailleurs au sens large, parce que vous savez qu'on travaille beaucoup avec les Britanniques à ce sujet, d'élaborer des garanties de sécurité qui permettront aussi de dissuader une future agression de la Russie. Parce que c'est tout le problème, c'est de faire en sorte que ce cessez-le-feu ne soit pas juste une parenthèse que la Russie utilise pour réarmer, réattaquer, comme on l'a vu avec notamment les accords de Minsk de 2014-2005, que la Russie a régulièrement violé, bafoué, jusqu'à l'invasion intégrale de l'Ukraine le 24 février 2022. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer, même si ça se fait plutôt là au niveau de ces sommets européens, d'évoquer bien sûr le réarmement de notre continent face à la menace que fait peser la Russie sur toutes les démocraties européennes, avec ses ambitions maximalistes, avec ses attaques cyber, ses ingérences et ses nombreuses manœuvres de déstabilisation de nos démocraties européennes. Enfin, sur votre question, est-ce que la France a les moyens ? Vous savez que le président de la République a demandé au gouvernement de faire des propositions précisément pour renforcer nos capacités de défense, pour trouver des financements. Le ministre de l'économie et le ministre des armées ont eu l'occasion d'ailleurs d'évoquer des produits d'épargne parmi les pistes qui sont évoquées pour renforcer cet effort. Je voudrais quand même souligner que la France n'a pas attendu cette situation pour renforcer son effort militaire. Vous le savez bien, puisqu'on a voté il y a 2 ans ici la loi de programmation militaire, que sur les 2 mandats d'Emmanuel Macron, on aura doublé l'effort de défense de la France. Mais il faudra continuer à aller plus loin et accélérer, le faire aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Vous permettez, Monsieur le Président, il y a combien de pays, il y a combien de pays en tout qui seront au sommet demain ? Merci. Pour le groupe Les Démocrates, Monsieur Frédéric Petit. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, en particulier, d'avoir mis dans le débat public, avant que les désinformateurs russes ne s'en accaparent, les discussions parallèles de cette nuit. Je pense qu'on doit plutôt parler de discussions parallèles que de négociations à 3 pour l'instant. Et je vous rappelle également que dans le compte-rendu russe, le cessez-le-feu commence le 18 mars, ce qui est assez facile pour dire qu'il a été rompu avant d'avoir été signé. Je voudrais vous parler d'énergie. Vous avez dans le compte-rendu de ce qui s'est passé, vous avez un paragraphe sur l'énergie dans lequel un terme m'a beaucoup plu. Où il est écrit en toutes lettres « planification des investissements à long terme ». Vous comprendrez que pour un membre du groupe démocrate, les 2 termes sont intéressants. Le nouveau Bundestag est entré en vigueur hier. Je suis membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande dans laquelle j'ai eu l'honneur de mener un groupe de travail qui s'appelait Souveraineté énergétique, le franco-allemand pour la souveraineté énergétique européenne. Je voudrais vous interroger sur les conclusions de ce groupe de travail, qui a été un groupe de travail qui a démarré de manière assez vive, on va dire, et qui a fini avec une résolution commune qui a, pour des raisons évidentes, qui n'a pas pu encore être adoptée officiellement, mais qui est déjà écrite, dans laquelle nous insistions justement sur ces investissements en concentrant sur les infrastructures. En gros, ne nous intéressons pas trop au mix et arrêtons de nous disputer sur les mix. Tant que nous n'avons pas des infrastructures communes, c'est le premier pas à faire. Et pour avoir des infrastructures communes, c'est la planification de ces infrastructures communes qui est importante. Monsieur le ministre, dans le même temps, RTE est en train de sortir sa planification à 10 ans. Dans le même temps, les Allemands sont en train de planifier un très gros emprunt pour électrifier l'Allemagne, chacun dans son coin. Il y a une stratégie hydrogène allemande et il y a une stratégie française. J'ai parfois expliqué dans des réunions publiques que quand on a fait les corridors et les autoroutes européennes, on n'a pas chacun fait son autoroute en vérifiant qu'elles arrivaient l'une en face de l'autre à la fin. On les a planifiées ensemble. Quels outils, soit pour monter, comme c'est la tradition en Union européenne, du bas vers le haut, je dirais, quels outils comptez-vous utiliser pour faire cette planification commune ? Le franco-allemand, ENSOE, ENSOG, des choses qui existent, de nouvelles structures. Je suis très intéressé par la manière dont, dans l'ambiance actuelle, comment cette planification des investissements énergétiques est prévue pour qu'elle soit vraiment commune. Merci.
Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député Petit. Je voudrais saluer déjà les travaux et les propositions de la Commission européenne et le travail d'ailleurs du commissaire européen français Stéphane Séjourné à ce sujet, avec notamment l'annonce du Clean Industrial Deal qui, parmi les propositions pour soutenir, accompagner nos industriels dans la transition énergétique, a proposé par exemple, pour répondre à votre question, une banque de l'électrification de 100 milliards d'euros, précisément pour pouvoir soutenir des projets communs dans l'électrification et les interconnexions sur notre continent. Un autre élément que l'on retrouve aujourd'hui et que l'on défend en permanence au niveau européen, ça fera l'objet bien sûr des échanges que nous aurons avec le nouveau gouvernement allemand, c'est le principe de la neutralité technologique et donc de la reconnaissance de l'apport de l'énergie nucléaire dans le mix et dans la décarbonation de notre continent. Et j'ai bon espoir que l'on voit à cet égard une relation plus partenariale avec le prochain gouvernement allemand, précisément pour pouvoir avancer ensemble à la fois dans les investissements communs dont nous avons besoin pour notre union de l'énergie, avec les textes qui ont été proposés par la Commission, mais aussi avec la reconnaissance de la neutralité technologique et du nucléaire. Pour le groupe Rassemblement national, monsieur Guillaume Bigot. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre, s'appuyant sur ses compétences en matière d'industrie et de concurrence, la Commission européenne s'est donc ingérée, elle est montée vers le secteur de la défense pour imposer un marché unique de l'armement. Ceci en parfaite violation des traités. En constatant les dégâts déjà engendrés par le marché européen de l'électricité, on frémit déjà. Mais il y a mieux. Ce projet porte en son sein un véritable cheval de Troie américain, puisqu'il vise à faire adopter, en lieu et place d'une préférence européenne, on va se dire à 100% européenne, une clause limitant à 65% le Made in Europe dans les futures commandes européennes d'armement. Alors, c'est pas tout à fait tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que Rheinmetall annonce installer des chaînes de montage de F-35. Cette mesure reviendra à consacrer la suprématie des entreprises et des technologies américaines, mais aussi le contrôle des exportations par les États-Unis à travers les procédures ITAR. En résumé, alors que Washington nous lâche, nous insulte, la présidente de la Commission européenne ne trouve rien de mieux à faire que de se comporter en caniche. Une violation des traités, une mise en péril de notre souveraineté doublée d'une capitulation en race campagne face au chantage de Donald Trump, c'est à la fois indigne et stupide. Rassurez-nous, Monsieur le Ministre, la France va évidemment faire obstacle à cette manœuvre illégale et illégitime de Madame von der Leyen. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député Bigot. Ce que vous dites est inexact. Je voudrais quand même le souligner pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'une forme de fédéralisation, je le disais tout à l'heure, de l'effort de défense européen, puisque nous dégageons des financements communs, nous mettons d'accord sur des domaines capacitaires dans lesquels nous avons intérêt à réduire nos dépendances, notamment vis-à-vis des Américains, et donc d'investir en commun, soit des entreprises ou des États qui se mettraient dans des consortiums. Mais cet effort de défense, et notamment les décisions liées à la politique de défense, restent bien sûr souveraines et à la main des États membres. Après, sur la question du financement, tout l'enjeu, notamment quand on parle des 65%, au-delà des pourcentages, c'est bien sûr, et c'est inscrit dans les textes, c'est de maîtriser ce qu'on appelle Design Authority en anglais dans le texte, c'est-à-dire l'autorité de conception, le savoir-faire technologique. Et donc précisément au-delà juste de la répartition en termes de composants ou de financement, il s'agit bien sûr de garder là la maîtrise de l'usage, aussi bien l'exportation que l'usage sur le terrain de guerre. Et d'ailleurs, je veux vous dire que beaucoup des pays baltes ou d'autres qui, jusqu'alors, n'avaient pas forcément la même perspective que nous à ce sujet, parce qu'ils ont une relation historique, stratégique, forte avec les États-Unis au sein de l'OTAN, que l'on peut comprendre, ont pu voir les restrictions qui ont été imposées à certains armements, missiles de longue portée, par exemple, que nous avons livrés à l'Ukraine, avec les conséquences que ça pouvait avoir. Bon. Et on voit ce débat aujourd'hui, par exemple, sur le F-35, que l'on voit un petit peu partout en Europe. Un débat que nous étions pendant longtemps seuls à porter aujourd'hui, sur lequel beaucoup de nos partenaires nous rejoignent. Donc il s'agit bien sûr de conserver l'autorité de conception, le savoir-faire technologique, la possibilité de maîtriser l'usage et l'exportation. Donc au-delà simplement d'avoir les retombées industrielles en termes d'ouverture d'usines, de création d'emplois, bien sûr de pouvoir maîtriser l'usage de ces technologies et de ces armements.
Merci. Pour le groupe Ensemble pour la République, Madame Constance Le Grip. Ah, peut-être après. Ah ouais. Il raconte n'importe quoi. Voilà, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, le groupe Ensemble pour la République a enregistré avec satisfaction et soutient avec force tant les grandes orientations que les mesures concrètes, précises, annoncées tant dans le Conseil européen extraordinaire du 6 mars que celui de la semaine dernière. Et s'agissant du soutien à l'Ukraine, nous tenons nous aussi à réaffirmer avec force notre soutien constant et sans faille à l'Ukraine, son indépendance, son intégrité territoriale dans les frontières internationalement reconnues, sa souveraineté, et partageons l'approche, je dirais, la paix par la force, qui est celle du Conseil européen et des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour une paix juste, globale, durable, avec des garanties de sécurité solides et crédibles pour l'Ukraine. C'était important pour nous de le redire, ainsi d'ailleurs que toutes les décisions annoncées et qui vont progressivement se décliner en matière de réarmement, le plan Readiness 2030, les différents mécanismes de financement déjà décidés, annoncés. Vous avez été déjà assez disert sur ce sujet et nous partageons les orientations et les décisions prises encore une fois. Je voulais venir sur deux sujets qui étaient également à l'ordre du jour, en tout cas au moins l'un des deux, la compétitivité, ce qui est un peu la thématique jumelle, si je puis dire. Quand on parle sécurité-défense, bien sûr, on parle aussi compétitivité, puisqu'il faut être plus fort ensemble et plus indépendant et savoir bien et mieux protéger nos intérêts, nos frontières, nos industries et nos voisins et notre modèle social. Donc, il y a le sujet des directives, oui, je crois que ce sont des directives omnibus que vous avez évoquées. Est-ce que vous pouvez nous préciser exactement la position française, donc qui est en soutien, mais j'ai eu le sentiment de l'entendre et émis peut-être un ou deux bémols sur ce sujet-là. Peut-être que la Commission devrait aller un peu plus loin ou un peu plus... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet-là, le sujet donc de la simplification des normes et des règlements pesant sur nos entreprises en la matière? Ça, c'est le sujet compétitivité de manière générale. J'aimerais vous entendre là-dessus. Et puis alors, il y a le sujet, pour le coup, qui n'était pas à l'ordre du jour, mais important pour cette commission des affaires européennes, important pour vous également, je le sais, Monsieur le Ministre, qui est le sujet de la lutte contre les ingérences étrangères, particulièrement la lutte contre les ingérences russes, et l'accord bilatéral qui a été conclu sous l'égide du chef de l'État et de la présidente Maia Sandu entre la France et la Moldavie. Là aussi, j'aimerais vous entendre, pardon Monsieur le Président, j'ai un peu débordé sur ce que nous faisons ensemble pour aider la Moldavie à lutter contre l'ingérence russe. Merci beaucoup, Madame la députée Le Grip. Oui, vous avez raison, la compétitivité, c'est un sujet lié, puisque c'est aussi notre capacité à attirer des investissements, créer de la croissance, avoir des innovateurs, des entreprises qui sont conquérantes sur la scène internationale face à la concurrence des États-Unis, de la Chine et d'autres, et donc de garantir notre souveraineté. Parce que quand on parle souveraineté technologique, par exemple, il s'agit bien sûr de pouvoir réduire nos dépendances dans les domaines existants et de pouvoir faire appliquer notre droit. On a déjà eu, il y a quelques mois ici, des débats, par exemple, sur l'application du DSA face aux géants numériques, mais de faire en sorte aussi que sur les technologies de demain, nous ayons des champions européens et que nous ne retrouvions pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, par exemple avec des acteurs américains ou chinois qui ont un impact démesuré sur notre espace public et démocratique. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus sur la question des ingérences. Donc tout cet agenda de compétitivité, le fait de pouvoir lier vraiment l'épargne à nos besoins d'investissement par l'union des marchés de capitaux, l'union bancaire, le 28e régime de droit des affaires, énormément de chantiers là à mettre en œuvre. Sur la question de la simplification, oui, il faudra aller plus loin à deux égards. Tout d'abord sur les textes qui sont dans l'omnibus qui a été présenté par la Commission européenne. Je pense par exemple à la CSRD. La CSRD, vous savez, c'est le reporting sur, pardon de cet anglicisme, sur l'empreinte carbone d'une entreprise, qui lui demande aussi d'ailleurs de préciser l'empreinte carbone de toute sa chaîne de valeur, aussi bien ses fournisseurs que ses clients. C'est un texte qui part d'une intention qui est bien sûr louable, c'est-à-dire de pouvoir faire la transparence sur les activités polluantes d'une entreprise, alors qu'on s'est doté d'ambitions de décarbonation très, très élevées et importantes pour notre continent, qui sont aussi bien la condition de la lutte contre le réchauffement climatique au niveau du continent européen, mais aussi une condition
de compétitivité, pour moins dépendre à terme, et de souveraineté, moins dépendre des énergies fossiles qui sont produites par les autres. Mais pour cela, on a besoin d'entreprises européennes et non pas de renforcer les entreprises américaines ou chinoises. On a des textes qui sont très complexes, qui gagneraient à être simplifiés. La CSRD, c'est 1200 points de données de reporting pour les entreprises. C'est parfois les mêmes conditions qui s'appliquent pour des très grands groupes internationaux qui ont les moyens de pouvoir faire appel à des cabinets de conseil ou même à des moyens internes pour pouvoir remplir cette charge administrative, et parfois des PME qui n'en ont pas les moyens. Donc, la Commission a fait quelques propositions, par exemple la création d'un statut de l'ETI, l'entreprise de taille intermédiaire, qui fait que les plus petites PME n'ont pas le même type d'obligation de reporting, le report aussi du texte, de sa mise en œuvre, mais on peut réfléchir à aller plus loin, par exemple sur un certain nombre d'effets de seuil ou de données, et de réduire drastiquement le nombre de données à remplir. Ça, je dirais, c'est le premier aspect que nous allons porter sur les différents textes, CSRD, CS3D ou encore taxonomie, sur lequel on peut simplifier. Deuxième aspect, c'est après voir les autres chantiers sur lesquels on peut appliquer de la simplification. Je mentionnais tout à l'heure la PAC, et bien sûr toute la charge administrative qui pèse sur nos agriculteurs, mais on peut penser à des textes de régulation macrofinancière, par exemple BAL et Solvency, qui sont, vous savez, les ratios de capital qui sont imposés à nos institutions financières, à nos banques, ne sont pas appliqués aujourd'hui par les Américains et les Britanniques. Donc ça pose quand même des questions en termes de concurrence déloyale. Donc voilà plusieurs textes sur lesquels on a à la fois des exigences de simplification, mais aussi de concurrence équitable. Tout simplement. Je parlais tout à l'heure de réciprocité commerciale, on pense au Mercosur, aux questions agricoles, mais ça s'applique aussi sur des textes de nature normative ou des textes agricoles, sur lesquels on a besoin là aussi de ne pas se mettre en situation de concurrence inéquitable. Enfin, sur la question des ingérences, merci de le préciser, le président de la République a reçu la présidente moldave Maia Sandu la semaine dernière à l'Élysée, qui a été l'occasion de signer plusieurs accords, des accords même économiques, sur la protection sociale, d'échanges culturels, et bien sûr un accord que j'avais eu le plaisir d'entamer, les discussions lors d'une visite où j'ai eu l'honneur d'être accompagné par vos soins il y a quelques mois à Chisinau, un accord avec Viginium, vous savez, qui est notre organisme chargé de lutter contre les ingérences étrangères. La Moldavie a été la victime d'une ingérence massive de la part de la Russie lors de son élection présidentielle et du référendum européen. On sait qu'il y a dans quelques mois une élection législative en Moldavie avec des soupçons très forts qui pèsent sur la Russie, qui pourrait être tentée une fois de plus d'essayer de déstabiliser et de s'ingérer. Je voudrais le souligner, ça a coûté à la Russie à peu près l'équivalent d'un jour de guerre en Ukraine sur le terrain, de faire basculer l'équivalent de 10% des voix de l'élection moldave, par vraiment même des manœuvres d'achat de voix directement via des réseaux comme Telegram. Et donc, nous coopérons avec les autorités moldaves, aussi bien d'ailleurs pour apprendre nous-mêmes de ce qui s'est passé lors de ces épisodes, que pour renforcer notre soutien, notre coopération en termes d'expertise. Nous le faisons au niveau bilatéral, mais je voudrais aussi souligner que nous avons eu il y a quelques jours la visite de la vice-première ministre moldave en charge de l'intégration européenne, Kristina Gerasimov, mon homologue. Nous avons organisé un core group, le groupe de soutien qui est composé de la France, l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie, le Royaume-Uni ou encore des représentants des institutions européennes. Nous l'avons fait au niveau ministériel, précisément pour essayer de réfléchir à la façon dont nous pouvons continuer à accroître notre soutien à la Moldavie dans la lutte contre les ingérences et les déstabilisations cyber. Et nous resterons mobilisés aux côtés de nos partenaires moldaves, roumains et les autres face à cette menace qui touche toutes nos démocraties. Parce que, ne nous y trompons pas, la Moldavie, la Roumanie ne sont que les lignes de front des démocraties européennes à cet égard face à la Russie. Je vous remercie. Nous en venons maintenant aux prises de parole individuelles, à commencer par notre collègue Madame Anna Pic du groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous nous avez effectivement parlé, fait le compte-rendu de nos conseils européens qui se sont déroulés. Bien entendu, les questions de défense, vous l'avez rappelé, ont été au cœur de ces derniers conseils européens.
L'idée d'une union de l'épargne et des investissements permettant de mobiliser les capitaux dormants des particuliers pour financer les investissements productifs en matière de défense a notamment été évoquée, et bien d'autres systèmes pour trouver les moyens du réarmement sollicité. Chacun a bien conscience de la question des financements, sans lesquels la plupart de nos choix politiques resteraient lettre morte. Néanmoins, celles-ci ne peuvent être considérées comme l'alpha et l'oméga de l'action européenne en matière de défense. Je crois que nous avons beaucoup dit lors du débat 50-1 que nous avions une légère tendance à procrastiner sur les sujets de sécurité collective en européen. Et à ce titre, je crois que la question de notre architecture de sécurité collective européenne est elle aussi tout aussi importante que la question de l'armement. Alors que plusieurs travaux parlementaires sont lancés ou vont l'être à ce sujet, j'aimerais donc vous interroger sur l'articulation. Quelle est votre vision de l'articulation UE-OTAN d'une part et de nos alliances avec la Grande-Bretagne, l'Australie ou le Canada d'autre part? Merci. Merci. Juste pour les prochains orateurs, je rappelle que c'est 1 minute. Voilà. Monsieur le ministre, merci madame. Merci madame la députée. C'est vraiment un sujet vaste et très stratégique et donc qui pourrait faire l'objet d'un débat tout entier. Notre objectif, c'est de renforcer le pilier européen de l'OTAN et donc de réduire nos dépendances, renforcer nos moyens de coopération militaire au niveau européen et de le faire en bonne intelligence avec nos partenaires et alliés américains. Après, bien sûr, tout ça se fait dans le contexte des interrogations sur les garanties de sécurité américaines et sur l'avenir de l'Alliance transatlantique qui vont au-delà de la présidence de Donald Trump. On avait déjà vu, il y a une dizaine d'années, le président Obama parler de pivot vers l'Asie, évoquer certains alliés européens comme étant des passagers clandestins. Un secrétaire à la Défense, Bob Gates, qui était le premier secrétaire à la Défense de Barack Obama, qui avait évoqué dans son discours d'adieu le fait que les futures générations américaines ne paieraient plus pour la sécurité des Européens. On a vu aussi les tendances protectionnistes, et je pourrais aussi mentionner bien sûr la fameuse ligne rouge en Syrie, qui a eu des conséquences sécuritaires avant tout sur les Européens plutôt que sur les Américains. On a vu aussi les tendances à l'œuvre de long terme en ce qui concerne le protectionnisme. Et la première année de Joe Biden a aussi été celle de l'accord AUKUS sur les sous-marins au détriment des intérêts de notre pays, du retrait unilatéral d'Afghanistan sans coordination avec les alliés britanniques et allemands qui étaient encore sur le terrain, ou encore de l'Inflation Reduction Act, ce plan de subvention massive à l'industrie américaine, là aussi sans coordination avec l'économie européenne. Donc les conséquences de long terme, nous devons les tirer, celles du fait que les Américains ont d'autres priorités, la rivalité stratégique avec la Chine, eux-mêmes, et donc nous devrons, de façon progressive, prendre une part de plus en plus importante de notre sécurité. On pense à la menace de la Russie, mais bien sûr, face au terrorisme islamiste, face à l'instabilité dans notre voisinage. Je vois que la députée Tanguy aura une question à poser. Elle pourra peut-être évoquer la situation en Bosnie et la question des Balkans, où là aussi, nous devrons être capables de trouver des réponses en européen. Eh bien, justement, la parole est Madame Liliana Tanguy, donc pour Ensemble en République. Vous vous êtes pas mis d'accord avant, c'est pour être sûr. Hein. Si, non, je vous en prie, vous vouliez rajouter quelque chose. Pardon, parce que j'ai pas répondu sur la Grande-Bretagne, sur les autres partenaires. Vous voyez que dans ce qu'on est en train de faire sur l'Ukraine, on travaille avec les Britanniques. Et bien sûr, la Grande-Bretagne a une armée importante, a une culture stratégique, c'est un partenaire de premier plan de la France. Ça ne règle pas toutes les questions institutionnelles de la relation de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne issue du Brexit. Je pense par exemple à la protection de nos pêcheurs, à l'intégrité du marché unique, des 4 libertés. Donc c'est des discussions qui sont toujours en cours avec les Britanniques. Mais bien sûr, si on veut réfléchir aussi à une culture stratégique et de défense européenne, nous devrons le construire à terme avec les Britanniques. C'est aussi pour cela d'ailleurs que nous avons développé, au lendemain de l'agression russe contre l'Ukraine, la communauté politique européenne, qui est cette plateforme d'échange entre tous les pays du continent européen, donc aussi bien les membres de l'Union européenne, mais les Norvégiens, les Britanniques, les pays candidats, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, pour pouvoir échanger sur ces grands enjeux stratégiques qui nous concernent tous. Donc, chers collègues, Tanguy, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre,
Oui, effectivement, j'allais vous questionner sur les Balkans occidentaux et en particulier sur le Monténégro, puisque vous revenez d'un déplacement au Monténégro. Je voulais mettre l'accent sur le fait que c'est un petit pays qui est un des plus avancés dans le processus d'intégration, d'adhésion à l'Union européenne. Je souhaitais savoir si ce sujet avait été évoqué lors du Conseil, et en particulier la question de l'élargissement, mais un élargissement conjoint, puisqu'on parle beaucoup d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine. Il me semble que ce processus doit être parallèle, l'Ukraine et les Balkans occidentaux. Je voulais savoir s'il y avait une position française qui avait été affirmée de ce point de vue. Et concernant la Bosnie-Herzégovine, c'est pour mettre l'accent aussi sur la situation très préoccupante. Et il me semble que vous en avez parlé au Conseil avec Republika Srpska. Et quelle est la position de la France compte tenu que nous sommes aux 30 ans des accords de Dayton et qu'il y a un risque réel d'instabilité dans cette région pour la paix en Europe. Merci. Alors, je suis à 10 secondes de plus par... merci pour le prochain, faire moins 10 secondes. Merci. Merci beaucoup. J'ai le temps. Merci beaucoup, Madame la députée Tanguy. Et merci de rappeler l'importance de ne pas oublier les Balkans occidentaux. Et bien sûr, nous soutenons le processus d'adhésion des Balkans qui doit être basé sur le mérite, mais les pays des Balkans avancent, et la nécessité de défendre la stabilité politique, le dialogue régional dans les Balkans. J'étais au Monténégro, en effet, il y a quelques jours, à la fois pour rappeler notre soutien au processus européen qui avance vite du Monténégro. Il y a des réformes, il y a plusieurs clusters, plusieurs chapitres qui ont pu être fermés dans les derniers mois, et le Monténégro devrait avancer aussi à nouveau cette année, tout en rappelant encore une fois les principes fondamentaux qui est basé sur le mérite propre de chaque pays, c'est-à-dire son intégration de l'acquis communautaire, ses réformes à l'état de droit, ses réformes économiques, son alignement aussi sur les objectifs de politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, la mise en œuvre des sanctions, par exemple. C'était aussi d'ailleurs l'occasion, je voudrais le souligner, au Monténégro, de signer un certain nombre d'accords et d'inaugurer officiellement, même s'il est déjà fonctionnel, le centre de sécurité et de coopération sur le cyber que nous avons à Podgorica, aussi avec nos partenaires slovènes. C'est vraiment d'ailleurs un bon exemple de la coopération l'on peut avoir sur les questions de sécurité cyber et de lutte contre les ingérences avec nos partenaires des Balkans. Je voudrais souligner aussi d'ailleurs que des représentants des institutions moldaves ont pris part à des formations à Podgorica. Donc, bon exemple là de la coopération que nous pouvons avoir dans la région. Bosnie-Herzégovine, très important, et merci de rappeler que nous commémorerons cette année non seulement les 30 ans de l'accord Dayton-Paris qui a mis fin à la guerre tragique en Bosnie, mais aussi les 30 ans du génocide de Srebrenica de 1995. J'ai pu échanger avec le ministre des Affaires étrangères de Bosnie vendredi pour rappeler notre soutien à l'unité du pays, au dialogue politique, à l'intégrité territoriale de la Bosnie et à la nécessité de maintenir précisément l'héritage de Dayton-Paris, dont la France a été l'un des principaux négociateurs et signataires avec Jacques Chirac à l'époque. Et à cet égard, les tentatives de déstabilisation, de sécession de M. Dodik en Republika Srpska représente effectivement une menace pour l'intégrité territoriale et donc pour l'héritage de Dayton. Donc on suit ça avec beaucoup de préoccupations. Il y aura plusieurs dirigeants européens d'ailleurs, des représentants de la Commission européenne qui se rendront en Bosnie dans les prochains jours. On coordonne notre action. Moi, je serai moi-même à Londres vendredi, je le dis, parce que ce sera l'occasion, parmi de nombreux sujets, et dont les sujets de défense ou de pêche, nous aurons aussi, avec mon homologue britannique, l'occasion de parler plus en détail de la question de la Bosnie. Mais effectivement, on ne doit absolument pas oublier cette région qui est primordiale. Je le dis souvent, Sarajevo, c'est plus proche de Paris que Kiev. Voilà. Monsieur Pascal Lecamp pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président. De manière très courte par rapport à la question de
d'Anna Pic et votre réponse. C'est vrai qu'il faut élargir, je pense, le plus largement possible à tous les soutiens de la guerre européen contre, enfin, le soutien européen contre l'Ukraine. Je sais que le Premier ministre arrive cet après-midi de Norvège. En Norvège, il faut bien savoir qu'il sera là ce soir. Bon, je suis président du groupe d'amitié France-Norvège, c'est pour ça que j'en parle, et je sors d'un déjeuner avec l'ambassadeur. Mais au-delà de ça, il a quand même renforcé son gouvernement de Jens Stoltenberg, qui est maintenant ministre des Finances de Norvège. Donc l'ancien patron de l'OTAN, qui vient de passer 10 ans à l'OTAN, et aujourd'hui dans le gouvernement norvégien. Donc c'est peut-être des petites puissances, mais une petite puissance qui a une culture très forte dans sa proximité et sa frontière avec la Norvège, et qui la pratique depuis des années. Et tout ça, ça participe d'une coalition qu'il faut être forte derrière l'Ukraine. C'était pas le sens de ma question initiale, c'était par rapport à votre dialogue. Non, ma question, c'est, j'ai pas bien compris le point que vous avez évoqué sur les avoirs russes qu'on pourrait utiliser dans ce combat. Très court, c'est par rapport à votre réaction. On utilise l'intérêt, le capital, ils sont bloqués. Il faut une décision collective. Quid de cette décision collective? Est-ce qu'elle doit être à l'unanimité? Quelle est la position de la France pour la prendre ou ne pas la prendre? Voilà. Merci beaucoup. Alors, d'abord, sur la première partie de votre remarque, ça me permet de répondre à la question du député Herbillon à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. Donc, on aura... Voilà, non, mais c'est extrêmement, vraiment très précieux de votre part. Mais vous avez raison. 31 pays qui sont membres, dont la France et l'Ukraine. Nous aurons les partenaires de l'Union européenne. Nous aurons aussi, effectivement, les volontaires avec lesquels nous travaillons. Vous avez raison de mentionner la Norvège, le Royaume-Uni ou encore le Canada, qui seront présents demain lors des échanges autour du président de la République et du président Zelensky. Sur la question des avoirs gelés. Donc, on a à peu près 200 milliards d'avoirs gelés qui sont gelés en Europe, en fait principalement en Belgique. Hein. Voilà, au sein de l'institution Euroclear, quasiment l'intégralité, l'Euroclear en Belgique. Ils ont été gelés au lendemain de la guerre d'agression 24 février 2022, lors du premier paquet de sanctions. On a décidé l'an dernier d'utiliser les intérêts parce qu'en fait, ils continuent à générer des profits, 2-3 milliards d'euros par an. Donc on utilise ces profits comme la garantie d'un emprunt qui a été contracté par les États du G7 pour financer un emprunt donc de 50 milliards d'euros. C'est 20 milliards pour les Européens, 20 milliards pour les Américains et 10 milliards pour les autres, Japonais, Canadiens, Britanniques. Donc pour l'Ukraine, d'où la nécessité déjà de les garder en l'état et de pouvoir conserver leur mobilisation ou leur gel. Il y a, vous le savez, un débat sur la confiscation générale. Notre position, et c'est une position qui est partagée par beaucoup de pays européens, notamment des pays membres de la zone euro, il faudrait quand même le souligner, c'est que ça pose déjà des questions juridiques, ça pose des questions économiques en termes de précédents que ça représente pour d'autres investisseurs. Et une fois de plus, ça expose beaucoup certains pays. Alors, les pays de la zone euro et encore plus certains pays, notamment la Belgique, ça pourrait représenter un risque systémique sur le plan économique. Et donc, à ce stade, ça ne fait pas l'objet d'un consensus. Mais une fois de plus, ces avoirs gelés ont été gelés aussi comme un moyen de pression, comme un levier parmi les leviers dont nous disposons dans le rapport de force et dans la négociation avec la Russie. Je ne voudrais pas débattre parce que je ne suis pas du tout d'accord sur l'analyse juridique, mais bon. Madame Le Grip, vous vouliez reprendre la parole pour 1 minute avant que je passe aux députés européens qui sont parmi nous. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur un sujet que nous avons effleuré, mais pas encore beaucoup traité, qui est celui de l'éventuel futur, je mets beaucoup de guillemets, guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne. Guerre commerciale qui, si elle devait véritablement se déclencher, aurait des répercussions terrible sur les économies européennes, les économies américaines, nord-américaines et sur tout le monde entier. J'ai cru comprendre que la Commission européenne avait annoncé le report de l'entrée en vigueur, donc du vrai déclenchement de ces mesures de riposte, si je puis dire, à la mi-avril, que la France peut-être n'avait pas été étrangère à ce report pour permettre un espace de négociation, de discussion, notamment sur les vins et alcools, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Est-ce que ça y est, la Commission européenne a décidé de retirer le bonbon américain pour que les vins et
et alcools italiens et français, par exemple, soient préservés? Et est-ce qu'il y a d'autres sujets que ce sujet des vins et alcools qui est dans le cadre de cet espace de négociation qui s'est ouvert? Parce que dans les milieux culturels, par exemple, enfin, des industries créatives et culturelles, on s'inquiète, alors peut-être exagérément, d'éventuelles discussions sur l'affaissement d'un certain nombre d'exigences sur des quotas culturels, etc., etc. Merci. Merci. Alors, déjà, les principes que l'on défend sont clairs. Face à ces mesures tarifaires, et notamment les mesures tarifaires sur l'acier et l'aluminium qui ont été annoncées par le président Trump, il faut qu'on ait une réponse déterminée, ferme et proportionnée. Il faut que les Européens restent unis. C'est la garantie aussi de notre capacité à assumer un rapport de force et donc à pouvoir défendre nos intérêts. La Commission européenne vous savez, avait déjà à l'époque réagi lors du premier mandat de Donald Trump, ce qui nous avait permis de mener à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une désescalade. Parce que la guerre commerciale est dans l'intérêt de personne, et vous l'avez dit, y compris pour l'économie nord-américaine. Je cite juste un exemple. Le jour où le président Trump a décidé d'annoncer des mesures contre le Mexique, donc vraiment dans les tout premiers jours de sa présidence, vous avez des actions comme General Motors qui a dévissé de 6%, parce que des géants industriels américains qui ont leur chaîne de valeur intégrée avec des pays comme le Mexique. Donc on voit la pression économique aujourd'hui que ça peut représenter aux États-Unis et les turbulences plus globales sur le commerce international. Donc notre objectif, c'est de mener à une désescalade pour protéger notre économie, nos économies. Donc la première réaction de la Commission, c'était de réimposer quasiment automatiquement, c'est pas automatique, mais de réimposer en tout cas les contre-mesures de 2018 qui avaient été suspendues au moment où on avait pu trouver un accord avec la première administration Trump. Pour l'instant, ces mesures ont été suspendues pour pouvoir déjà réviser le paquet, d'autant que le paquet aujourd'hui de la Commission n'est plus à la hauteur exactement en termes de volume des mesures de l'administration américaine. Alors je vous dis de mémoire, mais il me semble, je parle là peut-être sous l'autorité de l'équipe, mais que le paquet de contre-mesures initial de la Commission, c'était 6 milliards d'euros, parce que les mesures de l'époque, c'était 6 milliards. Aujourd'hui, c'est plutôt 27-28 milliards. Donc il s'agit aussi d'avoir un paquet plus robuste et qui inclut énormément de domaines comme les motos, le bourbon, les vêtements, l'acier, l'aluminium américain, etc. Bon. On a demandé aussi à la Commission d'adapter ce paquet pour prendre en compte les intérêts de nos filières, et notamment les filières des vins et des spiritueux. Donc, la Commission est toujours en dialogue avec les États-Unis à ce sujet. Je souligne que pour l'instant, l'administration américaine n'a pas taxé, n'a pas mis de tarifs sur les vins et les spiritueux. On continuera à se mobiliser pour pouvoir défendre nos intérêts à la fois dans le rapport de force avec les Américains et pour protéger nos filières. Et c'est pour ça, je l'ai peut-être mentionné tout à l'heure, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est en Chine aujourd'hui aussi pour mener le dialogue contre les mesures tarifaires injustes qui ont été imposées par la Chine contre nos acteurs. Je pense notamment au cognac et à l'armagnac. Merci, Monsieur le Ministre. La parole maintenant à nos collègues membres du Parlement européen, à commencer par Monsieur Mathieu Vallet du groupe Patriotes pour l'Europe, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président, de nous accueillir dans votre commission. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, mon collègue de la droite républicaine a évoqué le livret blanc de la défense européenne, et il y a un continent qui manque cruellement, et je voulais savoir si vous l'aviez évoqué au Conseil européen, c'est l'Afrique. L'Afrique, vous parlez du pacte asile et immigration, on sait qu'une immigration illégale et clandestine provient majoritairement de ce continent. On a aussi 2 lignes sur le Sahel. Vous savez que de 2014 à 2022, la France a engagé plus de 5500 soldats dans l'opération Berkane. Il y a eu 58 soldats français qui sont décédés. Et donc l'Europe n'évoque absolument pas le terrorisme islamiste, qui est quand même dans notre pays une menace majeure, puisqu'on a été le pays, vous le savez, le plus frappé dans l'Union européenne par le terrorisme islamiste. Et donc je voulais savoir également, pour faire des réponses très courtes et donc des questions courtes de ma part, dans le cadre de l'Union européenne qui cette année renégocie l'accord avec l'Algérie, est-ce que la France a déjà une position, notamment eu égard aux crises qu'on connaît actuellement, notamment sur le fait que ce pays ne récupère pas ses clandestins et ses ressortissants? Est-ce que le président a pu l'évoquer, avoir une cohésion et une cohérence de ses collègues? Et enfin, une dernière question annexe. La Commission européenne a accepté d'ajourner la fin des véhicules thermiques en 2035 qui achèverait notre industrie automobile. Est-ce que la France soutient cet ajournement qui est réclamé par les acteurs de l'industrie automobile? Et quelle sera la position
futur concernant ce pacte vert qui met à genoux nos constructeurs et qui n'est pas adapté évidemment pour nos populations, notamment les plus éloignées, rurales et urbaines. Merci beaucoup pour cette question rapide. Rapide parce qu'il parle vite, le député Vallée. Non, merci, monsieur le député Vallée. Peut-être commencer par le pacte vert. Bon, le pacte vert, c'est aussi un atout pour la compétitivité de notre économie. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans la même situation, par exemple, que les Américains qui sont producteurs d'énergie fossile. Nous, on est importateurs. Et donc, la façon de pouvoir réduire notre dépendance, aussi bien sur le plan géopolitique que sur le plan économique, mais aussi de garantir à terme la baisse des coûts de l'énergie, c'est d'investir massivement dans l'autonomie stratégique énergétique de notre continent et donc dans le nucléaire. Et la France, l'an dernier, vous le savez, a été exportateur d'électricité grâce au nucléaire et dans les renouvelables. C'est pour ça que nous nous sommes fixés des ambitions hautes pour la décarbonation de notre continent. On a déjà des industriels qui ont lancé des investissements massifs pour pouvoir tenir, par exemple, l'horizon 2035. Donc, ils ne demandent pas aujourd'hui, nos industriels français, de revenir sur cet horizon. En revanche, ils demandent de garder la visibilité et le cap, mais de la simplification. Je parlais tout à l'heure de simplification en réponse à la question de la députée Le Grip sur la CSRD, les normes qui portent sur nos entreprises. Nous avons demandé, si on parle du secteur automobile, avec mes collègues Marc Ferracci, et obtenu avec Marc Ferracci et Agnès Pannier-Runacher à l'industrie et à la transition environnementale, le lissage des amendes qui était prévu en 2025 contre les constructeurs automobiles. Pourquoi ? Parce que là, effectivement, il faut mettre du bon sens et du pragmatisme. Nous avons des industriels qui ont fait les investissements, mais qui doivent payer des amendes parce que la demande pour les véhicules électriques a chuté en 2024. Et ils se retrouvaient dans la situation où ils devaient soit payer les amendes, ou réduire les coûts et peut-être procéder à des licenciements, ou devoir acheter des bons d'émissions carbone à des entreprises vertueuses sur le plan de l'électrification, donc en fait des entreprises qui ne font que des véhicules électriques, donc les entreprises chinoises comme BYD ou américaines comme Tesla. Là, on tient une situation, on marche sur la tête, et c'est incompréhensible. Donc on a demandé effectivement la suspension, le lissage de ces amendes, et la France a obtenu gain de cause. Donc on maintiendra le cap et l'ambition, mais mettons de la simplification, du pragmatisme et du bon sens pour soutenir nos industriels et nos entreprises, précisément dans la voie de la décarbonation et de la compétitivité sur la scène internationale. Sur la question de l'immigration, je dois d'abord souligner que c'est grâce à la coopération européenne que nous avons vu une baisse des arrivées sur le continent européen, notamment par la route de la Méditerranée centrale, en 2024. Puisque ceux qui nous avaient expliqué qu'on pouvait avoir des solutions dans le repli nationaliste et dans le retrait des textes européens ont fait le choix, et c'est le cas par exemple des Italiens, au contraire de la coopération européenne, du renforcement de nos instruments européens, Frontex, la solidarité européenne, qui a pu mener à une baisse des traversées. C'est pour ça que nous avons demandé le renforcement aussi de ces instruments, donc la mise en œuvre accélérée du pacte Asile-Immigration que nous portons notamment avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau auprès des institutions européennes, la révision de la directive retour, et pour répondre à votre question aussi, le renforcement de nos outils externes dans la politique migratoire. Je pense notamment à la question du levier visa réadmission, parce qu'on avait pu constater, quand on a fait ces dernières années en France des politiques de pression sur les visas avec les pays d'Afrique du Nord, qu'il y avait des voies de contournement. Parce qu'en réalité, vous pouvez rentrer en Europe en obtenant des visas d'autres pays européens. Donc nous avons tout intérêt, et c'est effectivement ce que l'on demande au niveau européen, à renforcer nos outils européens pour pouvoir avoir des logiques de sanctions, de pression sur les visas face aux pays qui ne reprennent pas leurs ressortissants qui sont expulsés de l'Union européenne. De la même façon, soyons capables de mettre en place des logiques de conditionnalité de l'aide au développement ou des accords commerciaux. Ce sont les positions que porte la France qui font, je crois, l'objet d'un soutien assez large au niveau des institutions européennes. Donc ça fait partie des prochains chantiers sur lesquels nous devrons avancer avec les Européens pour effectivement pouvoir avoir une politique concertée, commune, de lutte contre l'immigration illégale, de maîtrise de nos frontières et d'assumer des rapports de force face aux pays, vous avez mentionné l'Algérie par exemple, qui ne respectent pas leurs engagements pour reprendre leurs ressortissants expulsés de notre pays. Merci. La parole maintenant à monsieur Alexandre Varro, également du groupe Patriotes pour l'Europe et toujours du Parlement européen. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre.
Merci. J'ai bien compris les différentes pistes pour financer l'industrie de défense. Qu'il s'agisse de compartiments dédiés dans l'assurance vie en unité de compte ou de la création de produits d'épargne spécifiques. Ce sont des très bonnes choses qui font consensus, je pense, et qui vont permettre à ces industries de produire plus et plus vite. Ça, c'est très bien, mais il n'y a pas un industriel qui produit plus et plus vite s'il n'a pas un acheteur en face. Donc on va arriver au deuxième étage de la fusée, qui, lui, est un étage de pure finance publique. Parce que là, jusque-là, on a parlé macro, voire microéconomie. Et en termes de finances publiques, moi, je ne connais que 3 méthodes. Soit on va prendre dans la poche de l'éducation nationale, celle de la justice, celle du ministère de la Santé, je pense que c'est pas votre projet. Soit on augmente les impôts, je pense que ça n'est pas votre projet. Soit on fait un nouvel emprunt, et vous l'avez évoqué, et éventuellement on lui donne le joli nom d'emprunt européen, mais c'est toujours les Français qui vont payer le remboursement de l'emprunt, qu'il s'appelle européen ou pas. Donc, sauf à maquiller les comptes, ce qui n'est certainement pas votre projet, on va se retrouver avec une dette qui augmente, ce qui est assez fascinant, puisqu'il y a 3 semaines, et depuis de longs mois, tout le monde se demandait comment faire diminuer la dite dette. Donc, c'est ma première question. La deuxième, très rapide, mais comme je suis un invité, le président va me laisser 12 secondes de plus. Vous parlez de la directive retour. Vous savez certainement que ça va devenir, c'est le projet de la Commission, un règlement retour, ce qui veut dire que tous mes collègues de l'Assemblée nationale vont être privés de la possibilité d'adaptation, puisque autant la directive, on peut l'adapter en droit national, autant le règlement va être d'application directe. Donc vous avez intérêt, monsieur le ministre, à surveiller de très près ce qui va se passer. Vous croyez que nous le faisons avec beaucoup d'attention. Merci, ça va être le coup d'attendre 10 secondes de plus. Non, merci, monsieur le député Varro. Vous avez raison, effectivement, sur le règlement retour, ce qui permettra quand même aussi d'aller plus vite de la part des institutions européennes. C'est aussi ce qu'on demande. Et on veille effectivement dans nos échanges aussi bien avec la présidente de la Commission qu'avec le commissaire Brunner sur ces sujets, à ce que ce règlement soit le plus ferme possible et nous permette de faciliter, de rendre plus rapides les expulsions. Je voudrais tout de même dire que vous avez parlé de la possibilité d'adapter les directives. Généralement, ça va plutôt contre notre intérêt. L'une des grandes demandes de nos concitoyens, aussi bien de nos entreprises, de nos agriculteurs, c'est de lutter contre ce qu'on appelle les surtranspositions, qui ont tendance à créer des inégalités, des logiques de concurrence déloyale, où on a tendance à se tirer des balles dans le pied. Donc, de toute façon, normalement, la directive, on aurait dû l'appliquer à peu près telle qu'elle. Mais dans tous les cas, nous travaillons vraiment avec nos partenaires européens à ce que ce règlement retour permette de répondre aux intérêts que nous avons exprimés. Sur la question de la dette, alors déjà, si vous me permettez, je perçois quand même une légère confusion dans votre question entre la dette nationale et la possibilité d'emprunter et de mettre en commun des ressources au niveau européen. Mais après, c'est intéressant. Mais non, puisqu'on parlait par exemple de la possibilité de mettre en place des ressources propres au niveau européen. Et ressources propres, mais ressources propres, ça peut être par exemple la possibilité de mettre des taxes sur les grandes organisations, les grandes entreprises numériques étrangères. Bon, ça fait partie effectivement des débats qui auront lieu dans le cadre du débat sur les ressources propres. Après, tout de même, juste un petit point, parce que c'est pas mon rôle de devoir commencer à détailler les réformes ou les propositions qui peuvent être formulées par le gouvernement. Vous avez mentionné le livret d'épargne, qui avait une proposition du ministre des Armées et du ministre de l'Économie. Si vous me permettez juste quand même de reprendre votre énoncé, que je ne partage pas complètement, vous avez dit on peut soit réduire les dépenses, soit augmenter les impôts, soit créer de la dette. Vous savez, il y a un autre élément qu'on oublie quand même souvent dans notre débat national, c'est la croissance. C'est créer des richesses. C'est aussi ce qui permet de susciter des recettes fiscales en réformant, en travaillant plus, en regardant aussi ce que font nos voisins, par exemple, pour pouvoir susciter de la croissance et des recettes fiscales. Merci beaucoup. Pour une dernière question, monsieur Guillaume Bigot. Et madame Le Grip, je crois, non ? Non, c'est bon, d'accord. Monsieur Bigot, alors. Non, monsieur Bigot, alors. Constance. Bon, monsieur le ministre, sans vous surprendre, je n'ai pas été totalement convaincu par votre réponse. Vous avez dit que sur le plan technologique, sur le plan juridique, le fait que
ces emprunts européens permettraient notamment d'acheter du matériel américain, puisque 35% de non-européens, ça va être notamment du matériel américain. Vous avez dit, par exemple, les missiles à longue portée, bah oui, mais les Américains étaient d'accord. Donc là, il y a quand même, avec le mécanisme ITAR, on le connaît, vous le connaissez par cœur, il y a un verrouillage technologique, il y a un verrouillage juridique. Donc vous ne m'avez pas vraiment convaincu. Par ailleurs, j'ai eu votre excellent collègue, Monsieur Lecornu, on l'a eu, certains de nos collègues ici, en commission mixte, et il nous a assuré que dans la négociation, la France serait vent debout pour défendre le 100% acheté européen. Nous ne sommes pas du 100% acheté européen. Je tiens à le souligner au stabilo si nécessaire, mais il y a du 65%. Voilà, donc avec l'argent des Français, avec un emprunt en commun notamment, on va donc passer d'un financement d'une BITD française, 100% d'achat française, à une BITD européenne que nous allons financer, y compris en refinançant en partie le réarmement pays comme l'Allemagne, avec une 35% de non-européens. Je voulais qu'on soit clair là-dessus, et c'est bien ce que la France a entériné. Je vous passe l'affaire des principes sur la défense n'est pas dans le champ de la Commission, et se fait en violation des traités. Mais bon, passons là-dessus. Non, mais encore une fois, déjà, il ne s'agit pas pour la France de changer ses acquisitions. Donc là, il y a à la fois les dépenses qui vont être faites par les États membres, mais on va pas financer les acquisitions de matériel américain par d'autres États membres. Et je vous parlais justement des missiles longue portée parce que là, certains de nos partenaires ont fait l'objet de restrictions d'usage de la part des Américains. Et c'est bien ce qui a mené certains de nos partenaires qui jusqu'alors étaient peut-être moins alertés sur ces problèmes de restriction ITAR, par exemple, dont on parle souvent, nous, dans notre débat stratégique national, qui ont pu effectivement voir les limites de l'achat, de l'acquisition de matériel militaire américain. Et c'est pour ça que nous défendons la préférence européenne, nous défendons notamment la préférence européenne pour l'usage, pour le savoir-faire technologique, pour l'autorité de conception. Et c'est ça vraiment qui sera au cœur du débat et des négociations sur ces textes. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour le temps que vous avez accordé, pour la franchise des échanges et pour la qualité de ceux-ci, également pour la phase d'anticipation par rapport à la réunion de demain. Nous vous en sommes grés. Nous aurons l'occasion de vérifier à l'issue des débats si votre anticipation aurait été de bonne loi ou pas. Il nous reste, merci beaucoup. Il nous reste 2 points à l'ordre du jour. Après, nous allons libérer le ministre s'il souhaite nous quitter ou s'il souhaite... Bon, c'est pas très grave. Alors, voilà les 2 points à l'ordre du jour. Le premier, c'est je vous propose en premier lieu de nommer Daniel Labaronne, co-rapporteur d'information sur l'Union des marchés de capitaux, en remplacement de notre collègue Charles Douel, qui préside la commission d'enquête sur les freins à la réindustrialisation et qui, de ce fait, doit donc renoncer à ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions par rapport à cette modification ? Je n'en vois pas, je vous remercie. Par ailleurs, ma collègue Estelle Youssoufa, qui a été chargée par notre commission d'un rapport d'information sur l'aide européenne au développement des régions ultra-périphériques, souhaiterait pouvoir requalifier son rapport en rapport pour observation sur le projet de loi de programmation pour Mayotte, qui devrait être bientôt examiné par notre Assemblée. Ce projet de loi incluant une mesure sur une potentielle zone franche à Mayotte, notre collègue voudrait à cette occasion étudier la politique fiscale en matière de zone franche de l'Union européenne dans les régions ultra-périphériques. C'est très technique, mais c'est important. Est-ce que quelqu'un y voit une opposition? Constance, Madame Le Grip, pardon. Non, aucune opposition, bien évidemment, Monsieur le Président, mais juste pour comprendre, donc on transformerait le rapport d'information en un rapport d'information portant observation sur un projet de loi. Oui, je pense que c'est bien sûr le spécialiste. Oui, c'est ça. Sur le projet. Oui, c'est ça, en fait. L'idée, c'est qui peut le plus, peut le moins. Oui, mais venant. C'est ce que j'ai compris. Sur le projet de loi présenté par l'exécutif. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, absolument. Pour comprendre. Je suis d'accord que... Voulez-vous que je vous relise, parce qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Hein. On y va. Hein. Je vous le refais, mais je lis vraiment le texte pour éviter toute ambiguïté. Hein. Donc voilà, pour projet de loi. Ce projet de loi incluant une mesure... Oui, il faut lire... Quel était... Pardon. Je vous le refais. Quel était l'objet du rapport et en quoi ça devient un objet différent? Donc le rapport, c'était rapport d'information sur l'aide européenne au développement des régions ultra-périphériques.
Et ça devient donc, ce projet de loi incluant une mesure... ça devient un rapport pour observation sur la politique fiscale en matière de zone franche de l'Union européenne dans les régions ultrapériphériques. On le transforme en rapport d'information portant observation sur un projet de loi présenté par le gouvernement. Voilà. Voilà. Donc, Ce que la Commission fait de temps en temps. est-ce que... Non, mais est-ce que j'ai cru que ce n'est pas exclusivement sur Mayotte? Non, tout à fait, tout à fait. Mais de fait, ça permet d'inclure la réflexion sur la partie mahoraise. Monsieur Petit. Oui, exactement. Pardon. Patience et longueur de temps. Voilà, ce que je comprends, c'est que les observations qu'elle voulait faire avant seront toujours là, puisque ça sera la politique européenne, mais c'est étendu de façon à ce qu'on ne soit pas surpris quand elle nous dit quand ça s'appliquera au projet de loi français en l'occurrence. Je pense qu'elle ne déchire pas ses brouillons pour faire autre chose. Tout à fait. Voilà. Je crois que c'est bien ça. Ça l'esprit. étend le périmètre d'études. De façon à en incluant préciser Mayotte. qu'on ne soit pas surpris puisqu'il y a eu cet événement nouveau. Voilà. Bon, après, je ne pense pas que ça nous pose de problème aux uns aux autres. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cet accord. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, si tant est que vous ayez une soirée. Voilà.